Alors, bonjour. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais vous présenter notre staff neurocardio qu'on a monté il y a quelques années. On discutait tout à l'heure, donc à peu près depuis 2018-2019. Là, on fait un petit point, on regarde dans le rétro, voir ce qu'on a fait ces dernières années. On est avec les neurologues dans la salle, les neurovasculaires. Je les remercie d'être présents. J'ai fait ce travail surtout grâce à Chantal Forestier, qui est notre infirmière, on va dire, de coordination de cette RCP, qui, depuis 2 ans, récupère de manière prospective tous les dossiers, et ça nous a permis de monter un registre. Et donc là, du coup, je vais vous présenter ce registre, c'est-à-dire de quel type de patient on a discuté et les décisions qu'on a prises. Voilà, on a créé le staff en 2018. Le contexte, c'était l'augmentation des indications de prise en charge dans les AVC cryptogéniques, donc comme l'implantation de moniteurs implantables pour détecter les FA silencieuses, voilà, après l'essor de l'étude Crystal AF. Il y a eu les fermetures de FOP avec plusieurs études randomisées qui sont revenues positives après des années d'études négatives, et donc qui montraient que fermer les FOP, fermer certains FOP pour les AVC cryptogéniques permettait d'améliorer le pronostic. Les recommandations qui ont découlé de tout ça, et les fermetures de FAG avec des dossiers complexes, donc qui nécessitent des RCP obligatoires. Donc ça, c'était le contexte pour l'organisation de notre RCP. Donc l'organisation, elle se fait, donc c'est environ une réunion par mois, où on essaye d'avoir au mieux 2 neurologues, 2 cardiologues et l'infirmière de coordination, mais on va dire au moins un représentant par spécialité. Voilà, et parfois il y a d'autres invités comme les gastroentérologues pour des dossiers de fermeture d'auricule, par exemple, quand le saignement ou la contre-indication aux anticoagulants vient d'un autre organe que le cerveau. Donc les discussions pour les AVC cryptogéniques, elles ont une importance importante, puisque ça peut changer, la discussion peut amener à un changement de traitement. Parfois, on peut être amené à programmer des examens complémentaires si on n'a pas assez d'arguments, et puis ensuite on pose des indications ensemble par, on va dire, un consensus, pas forcément unanime, mais un consensus. Donc voilà, en chiffres, globalement, donc là c'est sur le petit registre prospectif que Chantal a monté depuis mai 2021, donc on est à pile 2 ans. Donc on a inclus tous les patients qui étaient discutés en RCP. Donc on a fait 20 RCP en 2 ans, donc un petit peu moins d'une par mois. On a parlé de 150 patients. Il y avait 24 patients, dont 24 patients en fermeture d'auricule. Sur l'hôpital, en 2021, donc ça c'est des chiffres un peu plus globaux, on a fermé 17 auricules gauche, 37 foramen novales et une CIA. En 2022, 21 auricules, 23 FOP et 2 CIA. Donc bon, des chiffres plutôt stables, un peu en diminution pour les foramen nouveaux. Globalement, pour ce qui est de la fermeture des auricules et des FOP, techniquement, c'est donc Antoine Donnier et Emmanuel Cassard qui opèrent. On a un créneau par mois en moyenne, donc souvent le premier jeudi de chaque mois. On est très dépendant de la présence des anesthésistes et d'autres difficultés liées au bloc opératoire. Notre délai actuel, c'est entre 1 et 2 mois, donc c'est tout à fait correct. C'est-à-dire si là on discute d'un patient, parfois on peut le passer, on peut fermer l'auricule ou le FOP dans le mois qui suit ou le mois suivant si la session est pleine. Et puis, tous les patients qui vont avoir une intervention FOP ou FAG sont revus en consultation entre la RCP, la décision et l'intervention par le médecin qui va opérer, donc un des 2 médecins, et l'infirmière de coordination. Donc une patient qui a une prise en charge assez globale. Voilà. Pour commencer, la fermeture de l'auricule. La fermeture de l'auricule, donc souvent, il y a une contre-indication en anticoagulant parce qu'il y a eu un saignement spontané dans un organe vital, en tout cas un saignement qui va contre-indiquer
au long cours les traitements anticoagulants. À côté de ça, il y a une indication formelle à un traitement anticoagulant comme une arythmie à haut risque. Et donc, le principe, quand il y a une contre-indication et une indication au même traitement, c'est de trouver une parade. Et là, la parade qui est trouvée, c'est fermer l'auricule pour ne laisser qu'un traitement anti-agrégant, voire aucun traitement long cours. Et puis, ce n'est pas une session de bibliographie, mais globalement, il y a eu 2 grandes études randomisées qui ont été faites sur les fermetures de l'auricule, qui montraient que, comparé à un groupe contrôle, le groupe interventionnel de fermer l'auricule versus le groupe contrôle, il y avait globalement un meilleur pronostic sur des critères de jugement un peu composites, comme des récits d'AVC, hémorragie, etc. Donc, il y avait eu plusieurs études, puisque chaque device de chaque marque avait sa propre étude qui montrait qu'il y avait une diminution des indications. Donc là, c'est en chiffres, mais je vais essayer de vous présenter plutôt sur la frise chronologique et malheureusement, l'animation ne marche pas. Bon, vous suivez à la souris. Je suis désolé, parce que normalement, c'est censé apparaître un peu. Voilà, c'est censé apparaître petit à petit. Donc, on commence ici. Donc, il y a le patient a un accident hémorragique et une indication de traitement anticoagulant. Donc, on a discuté de 28 dossiers de FAG. 18 hommes, 10 femmes, et la moyenne d'âge était de 78 ans. Enfin, la médiane d'âge était de 78 ans. Le temps entre l'accident et la RCP était d'environ 2 mois, 59 jours pour cette population. Et dans les décisions qui ont été prises pour 10 patients sur 28, c'était pas de fermeture de l'auricule. Quelques exemples, il y avait un patient, c'était un surdosage en AVK, un patient qui n'avait pas eu d'événement récent, qui avait une perte d'autonomie, une décision de mise sous traitement anticoagulant oral direct qui était réputé à plus faible risque hémorragique, un patient dont on attend le résultat d'une IRM cérébrale, pour l'instant le dossier s'arrête là, et un patient qui est décédé quelques semaines après la RCP, on avait décidé de rien faire. Mais c'était justifié du coup, puisqu'il décédé d'autres choses. Ensuite, pour les patients pour lesquels on a décidé la fermeture de FAG, la fermeture, elle s'est faite à J110, donc on va dire 4 mois après l'événement, en médiane, après l'événement. Donc pour 18 patients, il y a eu 15 fermetures. Il y avait 15 fermetures, donc 18 patients où la décision a été posée de fermer l'auricule, 15 patients donc, où la fermeture s'est faite. On a eu une complication sur les 15 qui était une tamponnade, donc qui a nécessité un drainage, en urgence. Le patient s'en est bien sorti, pas d'échec d'implantation, et 3 patients qui sont en attente de date et qui doivent être programmés dans les prochaines semaines. Ensuite, le travail important qu'a fait Chantal, j'ai dit tout à l'heure, c'est que je lui ai demandé de recontacter tous les patients qui avaient 1 an de suivi, qui ont eu une prothèse, donc soit la fermeture d'auricule, soit de FOP, donc les contacter et puis voir comment ça allait, s'il y avait des récidives, regarder les dossiers, voir s'il y a des récidives. Donc du coup, on a un suivi au long cours et le temps moyen de suivi, il est un peu plus d'1 an et demi. On a recontacté 18, on a eu 8 réponses sur le suivi. Et donc, sur le suivi, il y a eu une récidive d'AVC ischémique 1 an après la fermeture de FAG. On a eu un accident hémorragique un peu moins d'1 an après la fermeture de FAG. Le patient était sous aspirine, il est décédé 2 jours plus tard. Et pour 6 patients, aucun événement. Et puis des choses intéressantes, la question qu'on se posait, c'était est-ce que les patients ont bien les bons traitements au long cours? Est-ce qu'ils sont, une fois que tout est fait, que tout est passé, est-ce que quand ils sont lâchés dans la nature, est-ce qu'ils ont les bons traitements? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans ces cas-là, une ordonnance d'anticoagulant qui traîne alors qu'on a fait tout ça pour l'éviter? Et donc, sur ces patients que Chantal a interrogés, il y avait 4 patients qui étaient sous aspirine seule. Donc, c'est parfaitement dans les recommandations. Un patient qui était sous Plavix seul, ça colle aussi. 3 patients qui n'avaient pas de traitement. C'est souvent des décisions qu'on prend
en RCP pour les patients qui sont à très haut risque d'hémorragie cérébrale, même sous un antiagrégant seul. Et aucun patient n'avait un AOD, des AVK ou une bi-antiagrégation plus d'un an après. Donc, ça nous permet d'avoir un petit suivi quand même au long cours. Voilà pour les FAG. Ensuite, l'autre grand registre de discussion de nos RCP, c'est la recherche de fibrillation auriculaire silencieuse, donc toujours sur des AVC cryptogéniques. Donc là, on parle plutôt d'AVC ischémique, avec un bilan négatif. L'idée, ça va être on va discuter la recherche de fibrillation auriculaire silencieuse via plusieurs moyens qu'on a à notre disposition. Donc, voilà, les moniteurs implantables, la montre ECG, les speederflash, qui sont des holters multijours. Donc ça, le contexte, c'est pour vous présenter. Ici, vous avez 5 exemples de patients qui font de la fibrillation auriculaire paroxystique ou persistante. Plus le trait est épais, plus il y a des jours en fibrillation auriculaire. Et à chaque fois que vous avez un trait, c'est un épisode de fibrillation auriculaire. Tout ça, c'est détecté sur des moniteurs implantables que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est des patients à haut risque de fibrillation auriculaire. Globalement, c'est les patients qui ont fait un AVC et qui ont un SHADS élevé, puisque finalement, on sait que les patients qui ont un SHADS élevé, même s'ils n'ont pas fait de fibrillation auriculaire, le SHADS est aussi un marqueur de risque de faire la fibrillation auriculaire. Et ça, c'est pour vous montrer un petit peu la dispersion dans le temps par patient et interpatient de la fibrillation auriculaire. Et pour montrer qu'après un événement initial qui serait ici à T0, imaginons que vous vouliez dépister la fibrillation auriculaire chez ces patients, eh bien, faire un électrocardiogramme de 10 secondes là-dedans, vous imaginez que tomber pile à un moment donné où le patient fait de la fibrillation auriculaire, comme par exemple pour ce patient ici, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, ce sera complètement différent par patient. Et maintenant, les choses sont assez claires, c'est que plus on va dépister le rythme cardiaque, plus on va dépister la fibrillation auriculaire par des examens répétés, des examens dispersés dans le temps et des examens de longue durée, plus on a une probabilité de découvrir de la fibrillation auriculaire. Et ça, c'est dans ce même papier. Pareil, donc ça, c'était sur le screening de la fibrillation auriculaire chez les patients à haut risque de faire de la fibrillation auriculaire. Donc, pas mal de patients en post-AVC. Vous voyez que plus on va dépister dans le temps, donc là, c'est pour le premier diagramme, ici, c'est un ECG par jour pendant 14 jours. Ici, c'est un ECG par semaine pendant 12 semaines. Ici, c'est par mois pendant 12 mois. Et ici, c'est tous les mois. Ici, c'est tous les mois pendant 3 ans. Et en fonction du temps de détection. Ici, c'est sur un ECG 12 dérivations qui est en rose. Donc là, vous voyez, on a peu de chances de détecter la fibrillation auriculaire. Et puis, ici, c'est un ECG de 30 secondes. Ici, vous avez le holter de 24 heures. Ici, vous avez le holter de 24 heures, de 72 heures, de 7 jours. Et là, jusqu'à 30 jours. Vous voyez que plus on disperse dans le temps la recherche de la fibrillation auriculaire, plus le moyen pour le dépistage est long sur la durée et continue, plus on a des chances d'avoir de la fibrillation auriculaire. Et puis, l'étude qui avait marqué un petit peu les esprits, c'était Crystal AF, donc 400 patients après un AVC cryptogénique, un bras randomisé, un bras moniteur implantable, un bras contrôle, c'est-à-dire dépistage de la fibrillation auriculaire classique, c'est-à-dire quelques jours de télémétrie pendant l'hospitalisation, puis quelques jours, un holter à distance ou pas. Vous voyez que donc là, le moniteur implantable, il va dépister tout épisode de fibrillation auriculaire pendant plusieurs mois. Et donc, vous voyez que dès les premières semaines déjà, on arrive à dépister beaucoup de fibrillation auriculaire. Et plus on avance dans le temps, plus on dépiste de la fibrillation auriculaire. Et le nombre nécessaire de moniteurs implantables à implanter pour diagnostiquer une fibrillation auriculaire, il est de 14 à 6 mois et il descend à 4 à 3 ans. Ça montre bien que plus on surveille longtemps le rythme cardiaque chez les patients à haut risque, plus on a des chances de dépister une fibrillation auriculaire. Donc là, c'est en chiffres, je vous fais la petite présentation. Pour ce qui est de notre RCP, donc on a discuté de 101 patients, bien équilibrés hommes et femmes, 53-48, pour 50% de chaque. Ils étaient un peu plus jeunes, 67,8 ans en médiane, et ça allait de 23 à 90 ans.
Après, donc la RCP, elle survenait à peu près pareil, 2 mois après l'événement initial en médiane. C'était assez dispersé, il y avait des patients des fois qui arrivaient longtemps après, mais en médiane, c'était 2 mois. Donc, dans les décisions qu'on a prises, donc il y a eu un patient, on a décidé de mettre un AOD. Un patient, pour 15 patients, on a décidé de rien faire. Alors, je ne précise pas à chaque fois, je ne vais pas remonter dans tous les dossiers pour savoir quelles sont les décisions qu'on a prises. Enfin, pourquoi. Donc, 15% pour lesquels on a décidé de ne pas aller plus loin. Un patient pour lequel on a décidé de faire une ETO, puis on lui a mis un moniteur implantable, puis un ETO, on a trouvé un FOP, on a mis un moniteur implantable pour dépister la fibrillation auriculaire, puis on n'a pas trouvé de fibrillation auriculaire, alors on a fermé le FOP. Il y a eu 4 patients pour lesquels on a indiqué une montre. Alors la montre ECG, comme je l'avais peut-être déjà présenté, mais la montre ECG, c'est vraiment un outil qui est très intéressant pour les patients qui ont des symptômes. Donc vous savez, les patients, maintenant, il y a plein de montres qui sont connectées, qui permettent de faire des électrocardiogrammes qui sont de très bonne qualité. Mais bon, pour ça, il faut avoir des symptômes qui soient qui durent plus de 10-15 secondes pour pouvoir avoir le temps d'enregistrer l'électro. Il faut savoir maîtriser le smartphone, maîtriser la technique, la technologie et nous envoyer des tracés. Et ce qui est intéressant, et ça, j'avais pas du tout, on ne l'avait pas remarqué en direct, mais maintenant qu'on a fait ce registre, on le voit bien, c'est que sur les 4 montres, sur les 4 patients pour lesquels on a indiqué une montre, il n'y a aucun patient qui a eu vraiment la montre pour plusieurs raisons. Il y en a qui n'avaient pas de smartphone, d'autres pas de symptômes, d'autres perfusés, etc. Donc, voilà, par exemple, la montre, ça ne marche pas. Pour notre staff à nous, c'est très compliqué parce qu'une fois qu'on a lancé, qu'on a demandé aux patients de venir pour la montre, bah souvent, il peut pas l'avoir pour toutes ces raisons. Puis finalement, après, il est un peu, il pas abandonné, mais globalement, c'est rare qu'ensuite on reprenne une décision en disant on va mettre un moniteur implantable, etc. Ensuite, dans les autres décisions, le speeder flash, donc c'est des moniteurs, donc c'est des Holter ECG de plusieurs semaines, 2 à 3 semaines, qui peuvent être déclenchés par le patient s'il a des symptômes ou des enregistrements continus ou déclenchés par des arythmies. Donc la médiane, elle était de 3 mois après l'événement. Donc c'était à peu près 1 mois en médiane après la pause après les RCP, ce qui est pas mal compte tenu du fait qu'on a peu de speeder flash en circulation actuellement, on doit en avoir 1 ou 2. Et vu qu'à chaque fois qu'il y en a qui part, il part pour 3 semaines, donc 1 mois après la RCP, le patient avait son speeder flash. Sur ces 11 speeder flash, il y a un patient pour lequel on a diagnostiqué une fibrillation auriculaire, mais en fait, ce n'était pas grâce au speeder, c'est parce que le speeder ne marchait pas. Enfin, il est revenu parce qu'il ne fonctionnait pas quand il l'a déposé, mais il palpitait, alors on lui a fait un ECG et du coup, il était en FA. Donc voilà, une victoire pour le speeder flash. Pour les 10 autres patients, on n'a pas trouvé de FA. Et sur 3 patients, sur les 11 précédents pour lesquels, sur les 11 pour lesquels on n'a pas trouvé de FA, on a mis un moniteur implantable. Et la moyenne de pause était de 150 jours après le speeder, donc 3 mois après, donc plus que ça, 4 mois après le speeder. Et on a trouvé l'AFA sur un des moniteurs implantables. Et puis la décision, autre décision de RCP, où on a décidé là de mettre des moniteurs implantables d'emblée. Donc 75 patients ont été implantés. Le délai était de 124 jours, on va dire 4 mois. Post-AVC, non pardon, post-RCP, 3 mois après l'AVC et 4 mois après la RCP. Ouais, c'est le contraire, hein, sinon ce serait pas possible. Sur ces patients, certains patients avaient des FOP, mais maintenant, dans les recommandations, même pour les patients qui ont un FOP, eh bien, il est recommandé de quand même traquer l'AFA. Donc, on a traqué l'AFA quand même chez ces patients. Et certains patients ont une fermeture de FOP. Donc, 6 patients ont une fermeture de FOP après le moniteur implantable. Un patient a une fermeture d'auricule 3 ans après le moniteur implantable. Et on a diagnostiqué 17 FA. Donc ça, ces choses sont vraiment intéressantes. Donc, 23% des patients qui ont eu un moniteur implantable ont un diagnostic de fibrillation auriculaire. Et là, c'est la télécardiologie qui intervient, parce que ces patients, une fois que ça s'est posé, eh bien, ils sont enregistrés en télécardiologie. Et donc là, on a aussi des infirmières en télécardiologie qui vont regarder les tracés. Ils savent que les patients ont le moniteur pour rechercher de l'AFA. Et dès qu'il y a de l'AFA diagnostiquée, eh avec un des médecins, un des rythmos, on décide ou non d'indiquer le traitement anticoagulant.
et donc d'envoyer un courrier, d'envoyer une ordonnance et parfois de retirer le moniteur implantable une fois que le diagnostic est fait. Comme Cristal. C'était un peu ça. Alors Cristal, c'était même 50% à 3 ans. Enfin, oui, non, 30%. Pardon, 30%. Donc c'est intéressant de voir que ça colle bien. Comment? C'est 6% à 6 mois, genre 10% à 12 mois. Ça monte à 30% à 3 ans. Après, en tout cas, c'est autour de 10% à 6 mois. Quand tu dis 20%, ça fait... Alors, la médiane de suivi pour nous, tac. Médiane 210 jours après. Donc, nous, on a 23%, 210 jours après la pause, donc à un peu moins d'1 an. Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est que faire d'une fibrillation auriculaire diagnostiquée 3 ans après un AVC cryptogénique, avec 3 ans de rythme sinusal entre l'AVC et le dépistage de la fibrillation auriculaire. C'est souvent des patients qui sont au risque. Bon, en tout cas. Et juste sur le sujet, il y avait une étude AVC cryptogénique sans FA retrouvé AOD qui était négative. Et il y a de l'espoir que ça évolue, ça, en sélectionnant mieux les patients. Par exemple, faible risque hémorragique, au risque de faire de la FA avec un chat de basque élevé. Tout à fait. Parce que c'est quand même la galère absolue de pister cette FA-là. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais globalement, on pose la question, est-ce que mettre directement des AOD pour les AVC cryptogéniques sans fibrillation auriculaire retrouvée ne serait pas finalement une meilleure idée? Il y a des études randomisées qui ont été faites, et en fait, les AOD font mieux sur le risque de récidive d'AVC, ils font mieux que les anti-agrégants. Alors, je ne vous ai pas fait toute la biblio, mais c'est clairement un sujet qu'il faudra qu'on fasse. Ça fait mieux, mais par contre, le résultat, il est complètement contrebalancé par le risque hémorragique. Donc, les patients font plus d'hémorragie et du coup, c'est des études qui reviennent négatives ou non inférieures, en tout cas négatives. Et pour l'instant, il n'y a pas de recommandation. Ce que disent un papier que j'ai lu sur des recommandations globales, je l'ai cité un petit peu avant, eh bien, c'est qu'en sélectionnant effectivement bien mieux les patients, ou en tout cas en gardant les patients jeunes à très faible risque hémorragique, eh bien, on pourrait peut-être les traiter parfaitement AOD, mais pour l'instant, il n'y a pas d'études qui montrent ça. À chaque fois, les études, soit elles ne sont pas positives, soit elles sont clairement contrebalancées par le risque hémorragique. Une autre réponse, ça serait, est-ce que le traitement anticoagulant plus faible dose, comme ça a été montré par exemple dans les thromboses veineuses profondes sur un traitement long cours, on met des toutes petites doses d'anticoagulants, ça permet de maintenir le risque faible, le risque de récidive de thrombose veineuse faible, en maintenant un risque hémorragique faible. Et pour l'instant, je n'ai pas regardé ce qui était en cours, mais pour l'instant, ce n'est pas sorti, ça sur des choses. Mais c'est vrai que ça serait. Voilà. Et une autre chose, c'est que. Trouver des chats très élevés avec des patients qui perdent peu de risque hémorragique, c'est compliqué. Mais oui, parce que voilà, les patients qui ont un risque ischémique élevé avec un chat élevé, c'est les mêmes qui ont un score Hasbled élevé, parce que de toute façon, il y a la moitié des critères qui sont pareils. Un autre truc, c'est que Crystal AF, l'étude de Crystal AF, elle a montré qu'il y avait plus de récidives, qu'on diagnostiquait des fibrillations auriculaires, mais là, on ne parle pas de pronostic. On ne dit pas si le fait de dépister de la fibrillation auriculaire, après les patients, le médecin, dans l'étude, il mettait le traitement qu'il voulait, il traitait ou il ne traitait pas. Mais on ne sait pas si le pronostic est meilleur en dépistant la fibrillation auriculaire. On sait juste qu'on dépiste plus de fibrillation auriculaire. Voilà, concernant le suivi, un suivi moyen un peu plus d'1 an. Donc pour 20 patients qui ont été rappelés par Chantal, donc, il n'y a eu aucune récidive d'AVC, aucune hémorragie et aucun décès sur cette population. Donc là, on parle plutôt de la population qui avait le moniteur implantable. Il y a un patient qui n'a jamais été implanté depuis 2021 et finalement, on n'a pas trop compris. Enfin, voilà, ça, c'est le risque quand on fouille dans les dossiers, c'est qu'au des fois, on retrouve des petites coquilles. Donc, on va s'occuper de ce patient. Mais bon, c'est intéressant de voir que finalement, sans suivi bien strict, eh bien, voilà, il y a des patients qui peuvent être perdus de vue. Un patient qui aurait eu de la fibrillation auriculaire sur la tachycardiologie, mais qui serait sous anti-agrégant et pas OD, et finalement, hier soir, j'ai regardé le dossier, il n'a pas fait de fibrillation auriculaire. Donc, vous oubliez cette ligne-là. Et à distance, les traitements que les patients prennent, il y a 8 patients qui sont sous aspirine seule. Il y a 2 patients qui sont sous aspirine Plavix, 7 patients qui sont sous AOD, ce sont 7 patients qui ont eu de la fibrillation auriculaire et aucun patient sous AVK. Et quand tu mets FA supérieur au nord, on a dépisté la FA et ils ont ce traitement-là? Non, ça, c'est tous les patients qui ont eu un moniteur implantable, qu'on sait qu'on ont eu un an de suivi. Donc, ceux qui n'ont pas fait de FA 7, c'est-à-dire que sur les 20 patients qui ont plus d'1 an de suivi,
qui ont eu de la fibrillation auriculaire, les 7 sont bien sous AOD. Ça, c'est important, ça montre qu'il y a bien un suivi entre une décision RCP, la pose d'un moniteur, le dépistage de l'AFA, le diagnostic, l'envoi de l'ordonnance et le fait que le patient prenne bien son traitement. C'est-à-dire qu'il y a bien une chaîne, c'était important qu'on montre que la chaîne, elle marche bien entre la décision qu'on prend, nous, en RCP, et puis un an après, si ça colle bien. Ça m'aurait inquiété si des patients en fibrillation auriculaire n'étaient pas sous traitement, ça m'aurait inquiété, mais finalement… Alors déjà, ça c'est le médiane, donc en fait, ça c'est le médiane, et là, c'est tous les patients qui ont 1 an de suivi. Donc en fait, là-dedans, il y a des patients qui ont eu de la fibrillation auriculaire le mois dernier, par exemple. Donc c'est vraiment sur 1 an de suivi, 20 patients qui ont eu un moniteur implantable. Il y en a eu 7 qui ont fait de l'AFA et ils sont sous AOD. Voilà. Au départ, ce n'est pas des gens qui essaient. Non, eux, c'est des patients qui ont fait un AVC. Là, attention, on parle d'un AVC ischémique cryptogénique. Okay. Et les 2 antiagrégants, vous faites dans les récidives d'AVC? C'est côté cardio, vous faites qu'il y a des antiagrégants? Non, bah là. Oui, vous avez un stent aussi. Ouais, la question qu'on pose, c'est ces 2 patients là qui sont sous l'aspirine Plavix. Souvent, des fois, on les voit passer en RCP. C'est souvent, j'imagine, c'est des cas souvent un peu isolés. Et ce que vous dites, les neuros, c'est que vous ne le gardez pas au long cours, c'est ça, ce genre de. C'est pas moi, ceux qui ont Voilà, donc c'est des discussions un peu individuelles pour ce genre de traitement. Si on prend un peu le registre dans l'autre sens, c'est-à-dire, j'ai juste regardé les fibrillations auriculaires qui ont été diagnostiquées. Alors, vous inquiétez pas pour les chiffres, parfois ça se recoupe avec d'autres choses, etc. Donc c'est un peu… voilà. Donc si j'ai regardé que toutes les fibrillations auriculaires diagnostiquées sur tous les patients de la RCP. Donc ça comprenait, il y avait des FAC, des FOP, un peu tout le monde. Donc on a diagnostiqué 22 fibrillations auriculaires, 19 sur 22 sur moniteur implantable et 3 sur 22 sur Speeder Flash, dont un finalement c'était sur un ECG parce que Speeder Flash ne marchait pas. Et la médiane, j'ai dit juste avant, était 210 jours. Voilà, on va passer au POP. Le Formen Oval perméable. C'était la population initiale, 150. Allez, on retourne au début. 150. Alors, le Formen Oval perméable, donc toujours pareil, on est dans le diagnostic d'un AVC ischémique. Bilan négatif, donc AVC étiqueté cryptogénique. Donc dans le bilan, on aime qu'il y ait au moins une recherche du rythme cardiaque, soit plusieurs jours en télémétrie à l'hôpital, soit sur un ECG, soit au moins un Holter ECG de 24 heures. Un foramen ovale qui a été dépisté par échographie avec bulle. On refera clairement une session biblio spécifiquement là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le type de FOP, il y a des FOP qui sont à risque, des FOP qui sont à plus faible risque. Et donc, le risque, ce qu'on essaye de dépister, c'est ça, là, vous voyez sur cette image de Théo. Là, vous voyez, donc c'est une image de Théo. Ici, vous avez raté. Ça, c'est une image de chez nous. Certaines personnes se souviendront du patient. Donc, c'est un patient qui a fait une embolie pulmonaire. Ici, vous avez son aorte. Ici, vous avez son oreillette gauche, son oreillette droite. Ici, son oreillette gauche. Là, vous avez le septum interoculaire. Et donc, vous avez la limace ici, là, qui est une grosse phlébite qui était en transit dans l'OD. Et puis, quelques heures après, on la voyait passer. Là, vous voyez la limace, l'escargot, là, avec la petite tête qui est là. Donc, ça, c'est à très haut risque embolique. C'est ça, en fait, l'embolie paradoxale. Même patient avec la même enclavée dans le fond. Donc ça, ici, on est dans les cavités gauches, donc dès que ça part, ça part. Voilà. Le contexte, c'était des années, enfin, ça fait longtemps qu'on sait que le foramen ovale perméable est associé aux AVC cryptogéniques, c'est-à-dire qu'il y a plus les foramen ovales perméables sont plus représentés dans la population d'AVC cryptogéniques. Et puis, l'idée, c'était de trouver
de prouver que fermer les FOP permettait de diminuer les récidives. Il y a eu pas mal d'études négatives. Et puis, je vous ai cité juste ces deux études-là. Il y a eu plein de méta-analyses qui ont été faites depuis maintenant, on va dire peut-être une dizaine d'années, un peu moins, 5 à 10 ans. Donc, la première étude, c'était l'étude CLOSE, qui était un essai randomisé qui montrait que chez les patients qui avaient fait un AVC cryptogénique avec foramen ovale perméable, donc, ils étaient bien sélectionnés, ces patients. Ils avaient des foramen ovales qui étaient assez conséquents, avec des anévrismes du septum, etc. Eh bien, on avait une diminution du risque de récidive sur le moyen terme du récidive d'AVC versus population sous antiplaquettaire seulement, avec un taux de complications qui était faible, voire en tout cas non significatif, entre le bras fermeture et le bras anti-agrégant. Voilà, d'autres études sont arrivées par la suite qui montraient les mêmes choses. Donc, même résultat, pas de récidive d'AVC sur 2 ans de suivi versus 13%. On y va. 60 patients ont été discutés pour cette population de FOP, c'est-à-dire on savait qu'ils avaient un FOP et on a discuté la fermeture en RCP. Donc pareil, 2 mois entre l'événement et la discussion en RCP, 2 mois se sont passés. Et dans les décisions, donc pas de fermeture de FOP chez 19 patients. Voilà les quelques raisons qu'on a retrouvées. Donc un patient qui avait fait un AVC sur une embolie pulmonaire provoquée, donc avec une forte probabilité d'imputabilité du foramen ovale, mais vu que l'embolie pulmonaire était provoquée, la décision qui avait été prise, c'était de toute façon, le patient restait sous AOD au long cours, alors, je ne sais plus pour quelle raison il restait au long cours, et avec prévention de la MTEV, et le FOP non... voilà. En tout cas, c'était traiter la pathologie initiale qui était la phlébite et pas de FOP. Pour quelques patients, un patient donc à l'ETO, on a refait l'ETO et en fait le FOP était petit, ça on y reviendra, mais voilà, quelques bulles ne suffisent pas et c'était pour ça d'ailleurs que les premières études étaient négatives, c'était qu'on incluait tous les FOP et finalement il faut vraiment inclure les FOP à haut risque, qui sont des FOP avec plus de 30 bulles, des FOP importants avec des chaînes de couleurs, avec des anévrismes, etc. Un patient pour lequel on a décidé de mettre la montre ECG, puis d'arrêter là. 2 patients qui ont eu un moniteur implantable, puis on s'est arrêté là. 2 patients à speeder flash, dont le patient qui a eu, après speeder flash, le moniteur implantable et puis la fermeture de FOP, je n'ai pas noté. Et 13 patients récusés. Et la moyenne médiane d'âge était de 65 ans. Donc, voilà, ça ne veut pas dire... Enfin, un petit mot là-dessus, c'est que dans les études et les recommandations, et nous, on essaie de les suivre de près, c'est qu'on essaye de suivre un petit peu les critères d'inclusion des différentes études, et globalement, c'était des patients qui avaient moins de 65 ans dans la plupart des études. Donc, dès que l'âge dépasse un peu, souvent, l'imputabilité du foramen ovale dans l'AVC, elle diminue fortement, et souvent, en tout cas, ce n'est pas la seule cause pour laquelle on récuse, mais en tout cas, les patients récusés étaient un petit peu plus âgés que la population générale. Pour 17 patients, on a recherché le foramen ovale, on a recherché de l'arythmie avant la fermeture du foramen. Donc la montre ECG, donc là ça se recoupe, hein, c'est le même patient. 3 speeder flash, puis moniteur implantable. Et sur les 13 moniteurs implantables, 10 patients ont eu une fermeture de FOP. Et un patient qui a eu donc la séquence AVC, moniteur implantable, fermeture de FOP, un patient a fait de la fibrillation auriculaire 30 jours après le foramen ovale. Et donc cette prise en charge-là, on a une étude actuellement, donc on a une étude de recherche clinique avec Besançon qui cherche à étudier l'incidence de la fibrillation auriculaire 2 mois avant la fermeture de FOP chez les patients qui ont fait l'AVC cryptogénique et 2 ans après la fermeture du FOP. Et donc, du coup, ça, c'est des données. On sait qu'après fermer un FOP, il y a plus de risque de faire de la fibrillation auriculaire, mais on ne connaît pas la pathogénicité de cette fibrillation auriculaire. Est-ce qu'elle est provoquée par la prothèse? Il y a même des études qui montrent qu'on fait moins de fibrillation auriculaire après une fermeture après la fermeture du foramen ovale. Donc, bref, il y a plein de questions qui se posent. Il y a une étude en cours, donc souvent on inclut ces patients. On a déjà 10 patients inclus.
Voilà. Et la fermeture de FOP décidée, qui a été décidée donc pour 38 patients, donc 38 fermetures de FOP, 28 patients. Pour 28 patients, pardon, on a fermé le FOP directement en premier geste, disons après la RCP, donc 3 mois après la RCP, ou 4 mois après l'AVC. Pour 10 patients, on a fermé le FOP après la recherche de FA, ça correspond à ces patients qui étaient ici. Et la plupart de ces patients sont inclus dans notre protocole PFO-AF avec Besançon. Pour le suivi à distance, donc là, on a suivi les patients qui avaient eu la fermeture du foramen. Donc, on a 22 patients qui ont été suivis et rappelés, qui ont eu une fermeture de FOP. Il n'y a pas eu de récidive d'AVC, pas eu d'hémorragie. Il y a eu un décès, et c'était par suicide 23 jours après la fermeture du foramen. Voilà. Seul décès, donc pas imputable à la technique. Et les traitements que les patients prennent au long cours, donc sur ces 22 patients qui ont eu la fermeture de FOP, qu'est-ce qu'ils prennent un an après la fermeture? Là, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, il y avait comme 16 patients sous ASA seul, donc sous aspirine seule. Et ce qui est amusant, c'est un peu la dispersion entre les différents dosages. Et c'est assez étonnant de se dire que, je ne sais pas, peut-être que les neurologues vont nous éclairer, mais en fait, l'indication, quelles sont en fait, les preuves et qu'est-ce qui est indiqué dans les recommandations après un AVC ou après un AVC avec fermeture de FOP. Alors, tout se recoupe parce qu'il y a des études qui ont été faites pour chaque prothèse avec tel type d'antiagrégant. Mais on voit qu'il y a 9 patients qui ont de l'aspirine 75, 5 patients qui ont de l'aspirine 160 et un patient qui a l'aspirine 100. Donc, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Voilà, pourquoi il y a 2 fois plus de dosage pour l'un que pour l'autre. C'est quoi la différence? Qui a prescrit l'aspirine? Qui a prescrit l'aspirine? Si c'est un cardiologue, c'est 75, si c'est un neurologue, c'est 160. Mais c'est marrant de se dire qu'une pathologie aussi fréquente que l'AVC, finalement, les traitements, il se passe voilà, ce genre de choses. Alors ça, c'est la vraie vie, il n'y a aucun jugement ni quoi que ce soit, mais voilà, la vraie vie, c'est ça. Aucun patient sous Le Plavix. syndrome coronaire aigu, ils ont tranché pour le 75. C'est une recommandation. Oui, voilà. Ils disent en recommandation de classe 1 de 75 à 250 et en 2A préféré 75. Ok. Les choses sont plus claires pour les cardiologues. Voilà. Après, souvent, on suit aussi les prises en charge qui ont été faites dans les études sur les fermetures de FOP et parfois, c'était aspirine 75. Voilà. Aucun patient sous Plavix, aucun patient qui n'a pas de traitement. Et un patient sous AOD, donc c'est ce fameux patient qui a eu donc la séquence moniteur implantable, fermeture de FOP, fibrillation auriculaire. Ce patient-là, on l'a mis sous AOD. La question, c'est est-ce qu'on va le mettre sous AOD au long cours? Est-ce que cette fibrillation auriculaire, elle est directement en lien avec la prothèse ou pas? Et puis, on a quand même posé 2-3 questions aux patients, vu qu'on rappelait les patients. La migraine après la fermeture de FOP. Alors, vous savez que, pareil, le foramen ovale perméable est surreprésenté chez les patients migraineux. Mais voilà, pour l'instant, on a pas mal d'études. Il y a des études randomisées qui ont été faites pour essayer de traiter ça. Alors, je ne l'ai pas retrouvé hier, mais je l'ai lu il y a quelques jours. Et en fait, donc ces études sont négatives. J'ai trouvé une méta-analyse un peu mal faite qui montrait qu'a priori, ce serait un bon traitement pour les migraines. Mais bon, bon on va dire que c'est non. Et donc, on a posé la question donc, sur 16 patients. Il y a 3 patients qui faisaient des migraines avant la fermeture de FOP. Et sur ces 3 patients, il n'y en a plus aucun qui a fait. Alors, les 3 patients ont dit qu'ils avaient eu une nette diminution de migraines, dont un patient, ça a été spectaculaire, on ne l'a plus jamais refait, et 2 patients qui en ont eu beaucoup moins. Voilà, c'était juste pour. Vu qu'on rappelait les patients, c'était intéressant d'avoir cette petite notion. Voilà, donc on va terminer avec les points forts, les points faibles, et ouvrir la discussion. Donc voilà, c'était une RCP multidisciplinaire. On relie tous les dossiers. On revisualise les imageries cérébrales. Donc, les scanners, les IRM sont relus pendant la RCP pour être sûr de pas, qu'on soit bien sûr sur le bon type d'AVC pour le bon traitement. On discute jusqu'à consensus. On reste assez, pour l'instant, étroitement dans les recommandations et les inclusions des protocoles que je disais. S'il y a des âges un peu avancés, il y a des calculs de score de probabilité d'imputabilité du FOP dans des AVC cryptogéniques, par exemple. On essaie de coller vraiment à ces recommandations. On a un protocole d'études en cours qui est très intéressant et qui est pour plusieurs années. Et il y a aussi des patients qui sont revus, les patients sont revus avant les gestes.
de FOP et de FAG, ce qui veut dire que les autres patients ne sont pas revus. Les patients à qui on va mettre un moniteur implantable, on ne peut clairement pas les revoir en consultation. On a vu, c'était 75 patients en 2 ans, les faire venir pour leur expliquer qu'on va leur mettre un moniteur, sachant que mettre un moniteur, ça prend moins de temps qu'une consultation. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Alors souvent, ça arrive que les patients soient étonnés qu'on les appelle en leur donnant un rendez-vous pour la pose du moniteur. Donc, ces choses sont importantes à mieux planifier sur le parcours de soins du patient. Et puis, pareil, hein, les décisions où les patients sont récusés, où on ne fait pas grand-chose, on ne les rappelle pas. Hein. On essaye de faire un courrier qui part au correspondant. Voilà, dans les difficultés, on a toujours des difficultés de trouver des dates. C'est difficile de trouver une date fixe parce qu'on a tous des emplois du temps bien chargés et les RCP durent de plus longtemps. On a plus de 10 à 15, maintenant on a entre 10 et 15 patients à discuter à chaque fois, alors qu'ils sont bien triés avant sur le volet. Et du coup, ça fait des RCP qui durent plus d'1 heure maintenant, 1 heure et demie. Et une autre chose importante qu'on a commencé et qu'il faut qu'on termine cette année absolument, c'est de faire cette fiche RCP qui soit dédiée pour le neurocardio, qui résume les pathologies, qui résume les discussions, où la conclusion est envoyée au correspondant. Il faudra qu'on soit plus précis sur les durées de traitement, sur les traitements qu'on préconise et leur durée. Ça, c'est vraiment noté dans les recommandations et j'ai les documents qu'il faudra qu'on lise ensemble pour ça. Parce que ça, souvent, c'est des retours. Là, j'ai eu quelques retours ce mois-ci sur des cardiologues à qui on avait envoyé notre discussion, notre conclusion. Et en fait, combien de temps vous voulez mettre la irrigation, combien de temps vous mettez la simple, etc. Donc, être plus précis sur les prises en charge vraiment globales. Ça, c'est ce que je pense pour l'amélioration. Et voilà, pour les correspondants extérieurs, si vous avez des AVC donc cryptogéniques, en tout cas, on pourra discuter des dossiers. Il faut que les dossiers soient assez complets. Il faut les envoyer à Chantal Forestier pour qu'elle fasse le tri, qu'elle vous dise un peu ce qui manque. Mais au minimum, il faut qu'on ait une surveillance Holter-ECG, qu'on ait les troncs supraortiques, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de gros facteurs de risque cardiovasculaire qui ferait changer un petit peu la donne sur les différentes indications. On est pour l'instant, on est encore assez tatillon sur les images. On aime bien relire les images pendant le staff. Et donc, il nous faut les images. Soit il faut les transférer sur le Max, sur le réseau, soit nous envoyer le CD et on les lira sur place. Et voilà. Et donc, Chantal Forestier, c'est notre correspondante principale pour le tri, la gestion des dossiers. Elle participe à toutes les RCP, elle suit les décisions, elle est là sur les implantations, sur les consultations d'avant, avant la pause avec le médecin, et elle rappelle les gens à un an, donc c'est quelque chose qui est très très précieux pour nous. Merci beaucoup, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors. En conclusion, merci Chantal. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en tout cas pour nos amis neurologues présents, est-ce que vous avez des petites choses à rajouter sur les points faibles? Parce que les points forts, c'est qu'on est très fort, mais est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, c'est les présences. Hein, ouais. Les dates, par exemple, là, on n'a pas de date pour ce mois-ci. Il faudrait être plus de médecins par. Le problème, c'est que c'est les jeudis, et non les jeudis. Le jeudi avait été décidé initialement parce que ça collait, puisque finalement, chaque jour, on a fait plusieurs fois, on a essayé de trouver des dates. Et il y a soit déjà des staffs, des choses comme ça. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de date bien définie où tous les emplois du temps seraient libres à ce moment-là. Par exemple, ça arrive qu'un jour de RCP, ce soit finalement un jour de fermeture de foramen ovale, parce que les anesthésistes, en fait, c'est toute une pyramide qui dépend d'une décision, et une décision 2 semaines avant, où les anesthésistes nous disent que ça sera telle date, du coup, c'est telle date, et du coup, on ne peut pas être inscrit. Et c'est vrai que ça fait des... Voilà. Ça, c'est vraiment, je pense, la grosse difficulté pour ces dates. C'est les difficultés de toutes les RCP, si je peux me permettre. Oui. Il y en a de plus en plus de dossiers, de plus en plus de spécialités qui doivent être représentées. Nous, on déborde de travail. C'est infernal de prendre 2 heures par semaine pour discuter des dossiers. C'est juste. Alors après, on arrive aux limites aussi des RCP, quand même.
Ouais, c'est sûr que C'est-à-dire que le bénéfice individuel pour un patient, il est super de réunir 10 médecins autour d'une table, mais le bénéfice collectif à l'échelle de l'hôpital avec tous les autres patients dont on ne va pas s'occuper, c'est un peu discutable, hein, c'est sûr. Et ça, c'est valable dans toutes les spécialités, je pense. nous, on a une RCP par jour. oui. T'enlèves le lundi, Ouais, il je y a sais. une RCP par jour ici. Et c'est vrai que toutes les spécialités maintenant ont ça. Et voilà, on rajoute des choses comme ça. Donc c'est sûr que ça, c'est le point difficile. On y travaille, on cherche des solutions. Souvent, c'est un peu décidé par SMS quelques jours avant, quelques semaines avant. Voilà, on a quelques dossiers qui viennent du CHAL depuis quelques temps, là, avec des dossiers qui sont bien complets et complétés par Chantal, et ça marche bien. Donc voilà, c'est une filière qui commence à bien fonctionner. C'est important parce que c'est des obligations certaines. Par exemple, la fermeture de l'auricule, c'est une obligation de présenter les patients en RCP, c'est une décision collégiale qui doivent coller aux indications. Et on pourrait être toqué si jamais on faisait les choses dans notre coin sans prouver que la décision a été prise par une RCP. Pour les échos, ce n'est pas des échos des outils. C'est vrai que souvent, c'est des patients jeunes qui ont des bons réflexes de nausée. Il ne faut pas hésiter à nous remontrer les images à Nora. C'est plutôt elle la référente pour les fermetures de FOP. Après, je suis disponible aussi. Il ne faut pas hésiter à répéter les tests au bulles en ETT, en ETO. L'ETO, elle va être systématique pour vérifier qu'il n'y a pas une CIA ou d'autres choses associées pour voir le FOP, voir la taille du FOP et puis vérifier si le FOP il est important ou pas. Ce n'est pas toujours évident parce qu'aller compter 30 bulles une par une en écho, je pense que c'est très théorique mais que c'est impossible à faire. Moi, j'aime bien faire du X-Plan, ce qui permet d'avoir la coupe en petit axe et la coupe à 110 degrés qui permettent d'avoir deux incidences en même temps, faire un enregistrement sur 10-15 battements. Mais clairement, ce n'est pas les ETO les plus faciles. Et puis, ça arrive que ce soit un peu positionnel, ou en tout cas un peu avec le Valsalva. Donc, pas hésiter si en ETT, c'est très pathologique, en ETO un peu moins. Répéter à répéter. Injection au membre inférieur aussi. Oui, ça marche bien. Parce que des fois, ça arrive que quand ça arrive par la veine cave supérieure, il y a le flux qui ne dirige pas du tout vers le septum. Et en fait, les bulles, elles sont à aucun moment vers le septum, alors qu'injecter, ça se fait pendant la procédure par la veine cave inférieure, ça dirige pas poil dessus. Mais... Et voilà, la probabilité, elle est importante, et qu'en ETT, ça passait, et qu'en ETO, ça passait. C'est vrai que pas hésiter à chercher encore et encore. C'est plus des comptes rendus un peu comme on faisait il y a quelques années, c'est-à-dire FOP important, plus de 30 bulles, oui, non. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes dans la décision. Et vraiment, la dernière recommandation le précise, c'est vraiment l'anatomie du FOP est vraiment hyper importante dans l'imputabilité de l'AVC. Et maintenant, alors je crois que Nora avait fait un petit peu un compte rendu type des choses à préciser, comme tu le dis, Sandra, et ça, c'est des choses, c'est vraiment important pour tout le monde. C'est plus des ETO faciles. Moi, j'aimais bien les ETO pour FOP parce que c'était pour les bilans d'AVC, et c'est plus le cas. Il faut vraiment préciser les choses. On a eu un échec de poste de FOP, je crois. Je pense que vous avez pas mal de demandes d'ETO pour des symptômes neurologiques, mais qui ne sont pas orientés par nous. Peut-être qu'il ne faut pas hésiter à nous en parler parce que du coup, on se met à chercher des FOP pour des trucs où en fait la discussion ne s'annonce même pas. Mais du coup, après, on reçoit un mail ou un compte rendu en disant on a trouvé un FOP. On en fait quoi? Mais en fait, quand on voit le dossier pour l'histoire neurologique, en fait, on a cherché un FOP. Ça nous arrive que des cardios de ville nous adressent un patient pour une vague histoire neurologique d'emblée ETO recherche de FOP alors qu'ils ont 70 ans ou qu'ils n'ont jamais vu de neurologue. Ça, c'est vraiment. Pour qu'ils ça doit être filtré. C'est vrai que les dossiers doivent être filtrés par un neurologue pour ce qui est. Parce que dans ces patients, il y a des patients qui font des AIT. Moi, j'ai vu une jeune de 30 ans il y a 15 jours. En fait, elle est ultra stressée parce qu'on lui a trouvé un FOP. Il n'a jamais fallu lui chercher de FOP. Elle a fait une migraine. Il n'y a rien à. C'est le message aussi, je pense à faire. Oui, un message important, vraiment filtrer les symptômes neurologiques.
Dans les études, il y avait les AVC et des AIT. Et alors, attention, les AIT, franchement, c'est un peu le fourre-tout. C'est un peu notre péricardite atypique, quoi. Donc, Là, il faut l'expertise neurologique. voilà. Ouais. Donc, Et des aides. des fois, on n'a pas de l'impression qu'on voit plein de patients avec des fermetures. C'est parce qu'ils sont très Alors, malades et on les voit tout le temps. des patients qui ont des fermetures? J'ai l'impression qu'on en voit beaucoup. Ouais, alors, En hospice, etc. c'est des patients qui sont très malades. Hein. La moyenne d'âge, elle est de 78 ans. La médiane, elle va jusqu'à 95 ans. Ouais. Voilà. Donc, je pense que pour la prochaine saison des biblios, il faut absolument qu'on reprenne tout ça pour voir un peu où on en est dans la biblio sur tous ces patients. Il y a des choses hyper intéressantes qui feront peut-être un peu modifier notre façon de faire. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions pour les personnes qui sont en visio, je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera une séance biblio sur les glyphosines.